Alors bonjour Fadila, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je voulais te recevoir sur la chaîne pour parler un petit peu de toi parce que tu es une militante laïque incontournable désormais en Europe. Donc tu es depuis novembre titulaire du prix international de la laïcité 2024 pour te présenter un petit peu à nos téléspectateurs et à nos auditeurs en podcast. Tu es également titulaire du prix féministe Anne-Marie Lizin Théroigne de Mérancourt 2022 et si je ne me trompe pas, tu as un master en anthropologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Alors avant de commencer l'entretien, je voulais parler du Café Laïque que tu as cofondé avec Florence Bergeau-Blaclay, que j'ai interviewé également sur la chaîne et qui est auteur du fameux livre qui fait polémique, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Donc ça, on en a parlé dans un entretien précédent. Et donc avec Florence, tu as fondé le Café Laïque où tu accueilles bien des conférences de personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de faire des conférences ailleurs parce qu'elles sont boycottées ou alors parce qu'elles ont des sujets intéressants. Donc c'est un lieu d'accueil de débats sur des thématiques comme la laïcité, le droit des femmes, les dangers du fondamentalisme, l'islamisme. Et en fait, c'est un espace qui encourage la libre parole dans le respect des valeurs républicaines. Donc voilà, ça c'était pour présenter le Café Laïque. Maintenant, on va parler un petit peu plus de toi. Et donc Fadila, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en quelques étapes et de ce parcours qui t'a amené bien, à ce militantisme qui est le tien et à l'ouverture de ce Café Laïque? En fait, qu'est-ce qui a présidé à ton engagement et à l'ouverture du Café Laïque, si tu peux nous expliquer un petit peu cela? Tout d'abord, merci Cyril de m'accueillir sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir de discuter avec quelqu'un comme toi qui est aussi engagé et qui a aussi un vécu quand même qui permet de montrer aux gens c'est quoi de grandir dans des quartiers et auprès de la communauté musulmane. Juste une autre petite précision, c'est Florence Bergeau-Blaclair. Pardon. Comme il n'y a pas de souci, mais comme ça, au moins, tu sais, les gens peuvent avoir le nom exact pour l'ouvrage, parce que je pense que c'est effectivement un ouvrage qui est très important, qui décrit vraiment bien la problématique. Il fait polémique, mais en même temps, il n'a jamais été... il n'y a pas eu d'argumentation scientifique, il n'y a pas eu de controverse ou de discussion scientifique qui permettent de mettre en question, en fait, tout ce qu'elle a écrit dans l'ouvrage, ce qui est vraiment problématique dans les sciences humaines, parce que ce qu'il manque à l'heure actuelle, c'est vraiment ça, c'est vraiment une critique et des discussions, des conférences qui permettent justement de débattre autour de ces idées-là. Et c'est pourquoi aussi nous avons confondé le café laïque, parce que l'objectif du café laïque, c'est pas d'inviter des gens avec qui nous sommes d'accord, mais c'est inviter des gens qui proposent des idées, et il nous arrive très souvent aussi, évidemment, d'inviter des gens avec qui nous ne sommes pas du tout d'accord ou peu d'accord, mais en tout cas, l'idée, c'est d'amener un débat et d'amener une réflexion pour que les citoyens puissent s'armer intellectuellement, leur montrer qu'est-ce qu'un débat, un vrai débat, c'est-à-dire une discussion autour de sujets, qu'ils soient sensibles ou pas sensibles, mais généralement ils sont plutôt sensibles chez nous. On ose vraiment et on veut oser et permettre à des sujets compliqués de les traiter et que les gens puissent vraiment ressortir de là avec des questionnements ou en tout cas qu'ils puissent affûter leurs arguments, qu'ils puissent discuter avec les différentes personnalités que nous accueillons. Ça nous semble important. Il a été créé au départ à Bruxelles parce que Bruxelles, c'est vraiment un lieu qui était devenu un lieu où le débat n'était pas permis, où certains sujets sont complètement boycottés. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait donné aussi l'ouvrage Cacher cet islamisme. Et d'ailleurs, ce livre a été boycotté. Je rappelle, toi tu es au courant, mais en 2021, nous avons coécrit à plusieurs, sous la direction de Florence Bergeau-Blaclair, le livre Cacher cet islamisme. Il a été énormément boycotté et boycotté aussi par tous les médias francophones belges qui n'ont pas voulu en parler et qui ont même appelé au boycott dans les librairies, auprès des librairies, ils les ont appelés pour qu'ils ne proposent pas notre ouvrage. Il y a une seule journaliste qui a voulu en parler et le recenser d'une manière positive parce qu'elle l'avait lu. Et c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'islamisme et qui avait eu énormément, qui a eu 3 procès de djihad islamique à l'époque. Et elle les a gagnés d'ailleurs. Et en fait, elle a été, donc le journal, le rédacteur en chef a refusé de le publier. Et elle nous a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait dans sa carrière.
Bon, maintenant, c'est une personnalité qui est retraitée, mais je ne vais pas plus les mettre à mal parce que, voilà, sans son autorisation, parce que ça reste très compliqué quand même, encore en Belgique, de parler de ces sujets, même si on voit que petit à petit, maintenant, on aborde les choses. D'ailleurs, il y a eu un ouvrage qui a été aussi censuré, qui s'appelle Allah, pas dans ma classe. C'est des témoignages de professeurs très courageux, je dois dire, même s'ils témoignent à visage anonymement, pardon. C'est quand même des gens qui sont très courageux, qui se battent. Là-dedans, nous avons aussi des témoignages de professeurs de la Haute École Francisco Ferrer qui se battent aussi parce que la Haute École Francisco Ferrer, c'est une école laïque et ils ont voulu interdire le port du voile et deux jeunes filles ont porté plainte. Finalement, ça avait été autorisé et donc les professeurs ont décidé, eux, de se constituer en association et de demander justement qu'on puisse interdire le voile parce ils estiment qu'il est important d'avoir une neutralité. Et ils ont raison. On a une offre en Belgique d'enseignement supérieur et universitaire qui permet à chacun de trouver sa place. Et il me semble important aussi que certains établissements scolaires puissent interdire le voile et qu'ils puissent accueillir des gens qui sont contre cette norme islamique, en fait, qui ne reconnaît pas l'égalité entre les hommes et les femmes, qui impose les normes islamiques et qui nous l'imposent en tant que femmes et qui impose la soumission de la femme. Et en tout cas, c'est ce qui nous est renvoyé. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait des établissements scolaires, que ce soit interdit. Moi, là, pour l'instant, j'aimerais bien me battre surtout pour l'interdiction du port du voile sur les mineurs, que ce soit en France et en Belgique. Donc, j'appelle très souvent, d'ailleurs, lors des conférences, notamment au Sénat français, à ce que les sénateurs et les sénatrices proposent une loi et votent une loi allant dans ce sens, parce qu'il est très, très important et que maintenant, on voit bien que les islamistes commencent plutôt à l'imposer aux mineurs et que les adultes, c'est quasiment acquis. À Bruxelles, on a pratiquement, je dirais facilement, entre 90 et 95% de femmes voilées de culture musulmane, elles sont voilées. Et on a de plus en plus de mineurs qui sont voilés. Et ça, c'est un vrai problème parce que tu sais que quand on est issu d'une culture musulmane, la pression, on va dire, de la famille ou de la culture extérieure, de la culture musulmane, de la communauté, de la Ummah, comme on l'appelle, ou juste des gens qui nous entourent, est très très forte. Et quand on est petit, mineur, on est influencé par l'extérieur, on est influencé par des personnalités. Et comme tu le sais, le port du voile n'est pas une liberté de choix de le porter ou pas, c'est toujours sous une pression, quelle qu'il soit, ou avec des menaces. La menace d'aller en enfer, évidemment. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui m'a amené à, à militer, on va dire entre guillemets, parce que j'ai pas choisi d'être militante. J'ai même moi-même, je ne me définis pas comme militante en réalité, mais c'est les gens qui définissent comme ça. Bon, soit. C'est surtout parce que j'ai connu dans ma vie depuis ma jeunesse cette pression, pas toujours directement de ma propre famille, puisque si tu veux, dans ma propre famille, mes parents étaient en pas de def, etc. Ils étaient assez light, on ne parlait pas trop de religion, bien qu'il y a des choses, il y a des pratiques qui existaient, hein, la pratique du jeûne, pas les prières, mais la pratique du jeûne et certaines choses à faire au quotidien que toutes les personnes issues de la communauté musulmane font, hein, c'est-à-dire dire des mots magiques quand on mange pour éviter que le diable mange avec nous. Quand on dit Bismillah, tu vois, quand on doit manger, voilà, c'était quelque chose de tout à fait naturel et qui devait se faire, manger de la main droite et pas de la main gauche. Euh, donc tout ça, ça nous a été inculqué, mais on va dire que c'était quelque chose qui était plutôt traditionnel et qui n'était pas vraiment pas quelque chose qui était vraiment regardé ou vu comme comme une religion. Et c'est vraiment à partir de la deuxième et troisième génération, et puis la suivante, hein, quand il y a eu des mosquées qui ont commencé à pousser partout, avec d'abord au départ des imams qui venaient de l'étranger, et puis des imams qui ont commencé à s'autoproclamer imams dans ces mosquées de fortune, avec des financements extérieurs de l'Arabie Saoudite et puis après du Qatar. On a vu aussi l'influence des frères musulmans, donc c'était essentiellement de l'Arabie Saoudite et des frères musulmans. Et puis au fur et à mesure, eh bien, jusqu'aux attentats, les frères musulmans ont pris évidemment une place beaucoup plus grande puisque les wahhabistes, les salafistes étaient diabolisés à juste titre aussi.
et étaient surveillés. Donc les frères musulmans se montrant en costard-cravate avec un beau sourire intellectuel, ingénieux et ingénieur, font qu'on leur a laissé de la place et que surtout les pouvoirs politiques ont beaucoup négocié avec eux. Moi, j'ai ensuite été travailleuse sociale. Dans ma famille, je suis l'aînée de 8 enfants. Parmi les 8 enfants, ils sont tous quasiment radicalisés. Ils ont tous une perception, en tout cas, ils ont une vision de l'islam qui est plutôt frériste ou salafiste. Et donc, avec deux frères qui ont été des grands délinquants et qui ensuite sont devenus salafs et je dirais même beaucoup plus loin parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais je savais déjà qu'ils trempaient dans ce domaine-là, mais qui sont en lien quand même avec des acteurs terroristes. Et donc, pour moi, il était important de m'opposer à ça, euh, parce qu'évidemment, quand ça reste toujours quand même des membres de ta famille, tu trouves ça triste que des gens de ta famille se radicalisent. J'ai vu des gens, des jeunes que j'ai connus enfants, qui étaient des amis proches, se radicaliser de plus en plus. Et puis quand j'ai été travailleuse sociale, j'ai vu l'influence des islamistes auprès de la population maghrébine, la souffrance que les familles vivaient, c'est-à-dire cette souffrance de la violence intrafamiliale, des viols, des incestes, des enfants battus, etc., mais exponentielle, parce que évidemment, bien évidemment, que ça, on retrouve ça un peu partout dans les familles, mais dans la communauté musulmane, c'est explosif. Et ça s'explique, c'est pas parce qu'ils sont musulmans qui sont, je dirais, qui sont violents. Je dirais que c'est parce que il y a des tabous qui sont ancrés. Il y a l'interdiction. On ne peut pas critiquer ni les membres de sa famille, ni les membres de la communauté musulmane, ce qui fait que beaucoup d'enfants grandissent avec cette colère, avec cette souffrance, et qui ne peuvent pas l'exprimer. Et que dans des lieux comme les mosquées ou près de la communauté, on te dit que les seules violences que tu peux exprimer, elles doivent s'exprimer envers un étranger, envers le kofar, qu'il soit juif, chrétien, athée, etc. Et donc, plutôt que finalement de critiquer sa propre famille ou de critiquer la communauté, on rejette cette violence vers celui qu'on a autorisé à battre, à frapper, à tuer, parce que ça va jusque-là, évidemment. Et Ouais, le donc, corps est un exutoire en réalité de toute cette violence. totalement. Et je pense qu'on est passé à côté de tout ça avec la complicité d'une certaine gauche qui, à mon sens, a une grande, grande responsabilité, puisqu'on aurait pu faire ce travail-là dans le monde social. Et je pense que le monde politique, que les travailleurs sociaux sont aussi responsables, que les psychologues qui connaissaient cette affaire-là, qui n'ont pas osé en parler publiquement. C'est une énorme erreur parce qu'on aurait pu aider d'autres jeunes à oser prendre la parole. Et je trouve que le faire, même si on s'expose à des dangers, c'est d'abord un de notre responsabilité. De deux, c'est aussi donner l'exemple et de dire aux personnes issues de la communauté musulmane, vous avez le droit de ressentir de la colère, vous avez le droit d'exprimer tout ce que vous ressentez par rapport à cette injustice que vous avez vécue, de critiquer vos parents, de critiquer vos familles. On sait que quand on est adolescent, normalement, on est censé quand même se confronter à ses parents. Mais dans la communauté musulmane, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui est extrêmement interdit. Or, pour grandir, pour devenir adulte, on est obligé pour se distancier. Et tout ça nous est interdit. Et donc, il est de notre devoir, en fait, de le faire pour que ces jeunes puissent s'exprimer. Et il faut des lieux où ils peuvent le dire, où ils peuvent l'exprimer d'une autre manière que par la violence physique. Hmm. Moi, mon sens, c'est on n'a pas énormément de lieux où ça peut se faire parce que de plus en plus, quand on l'exprime, et on le voit, même quand je l'exprime moi-même sur les médias, tout de suite, on est catalogué d'extrême droite, de traître à sa race, etc., comme si une religion était une race. Je pense que la critique, elle est saine et avoir des lieux pour ces jeunes, pour ces enfants, pour exprimer tout ça, qui puissent être pris en charge aussi, et que pour les familles qui font subir aussi des violences puissent être pris en charge. C'est important parce que eux-mêmes, généralement, ne font que reproduire ce qu'ils ont subi. Il y a des secrets de famille. Donc, tous ces tabous-là, il est important d'en parler pour qu'on puisse leur dire, vous voyez, nous, on l'a fait et on se sent bien après l'avoir fait. En fait, on ne se rend pas compte et quand on est
avant de faire cette démarche-là, moi-même, je ressentais une colère, j'étais pas bien. Mm. Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler, à avoir une place où j'ai eu vraiment des gens extraordinaires qui n'étaient pas issus de la communauté musulmane, qui ont accueilli ça sans jugement, sans me dire c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment juste de l'accueillir était important. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de m'apaiser. Maintenant, je peux dire que c'est une grande libération en réalité. Contrairement à ce que certains disent, que j'aurais une haine vis-à-vis de la communauté, je ne ressens aucune haine. Au contraire, bien au contraire, en fait, je me suis jamais sentie aussi en paix avec moi-même et avec les autres, même par rapport à ma famille. Je ne ressens aucune haine, je leur en veux pas parce que je sais que tout ça, c'est des transmissions générationnelles Mm. et qu'il y a tout un travail à faire pour pouvoir s'en sortir. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est de leur dire ça. C'est que en parler, ça ne veut pas dire que vous détestez votre famille, ça ne veut pas dire que vous trahissez votre famille, ça veut juste dire que vous vous libérez, que vous libérez votre famille aussi d'un poids, parce qu'après, on se sent vraiment apaisé. Et c'est cet apaisement-là, en fait, que j'aimerais que les gens puissent de plus en plus ressentir. Et c'est pour ça que je me bats. Et pour moi, le message, il s'adresse d'abord, en fait, aux personnes issues de la communauté musulmane, et ensuite, elle s'adresse aussi à toute la gauche pour leur dire, mais vous allez devoir un jour y répondre de ce que vous avez fait, Mm. parce qu'à un moment donné, ça va exploser. D'ailleurs, ça commence déjà à exploser. Tous ces attentats, tous ces terrorismes qui est mis en place ici dans nos sociétés occidentales, ils vont devoir répondre de ces actes-là, de ce qu'ils ont produit, parce que c'est vraiment le produit de l'idéologie de la gauche, de l'idéologie du wokisme, décolonial, etc. Et c'est pour ça aussi que du coup, on a confondé l'Observatoire européen des fondamentalismes, le Café laïque Paris-Bruxelles. Et ensuite, le Café laïque est venu à Paris parce qu'il y a eu des demandes. On a eu beaucoup de gens de France qui sont venus d'un peu partout, aussi bien de Montpellier, de Nantes que d'Alsace, venaient à Bruxelles à nos conférences et nous demandaient d'organiser des conférences en France. Sauf qu'on est quand même que deux. On ne peut pas se cloner ni se multiplier. Donc, on s'est dit qu'on va trouver un endroit central et Paris, c'était l'idéal puisque là, c'est par là que tout passe, en tout cas les transports en commun. Donc, il y a une facilité de déplacement et donc on a créé le Café Laïque Paris et nous avons, et je dois remercier d'ailleurs les salons Hoche qui nous offrent cette possibilité et qui nous aident et qui nous ont soutenus. On a rencontré des gens formidables jusqu'à présent. Le Café Laïque a commencé en 2022. Je dois aussi saluer et remercier Laurent Minguet, qui était le premier à nous soutenir, malgré qu'il a été attaqué et il a subi énormément d'attaques, évidemment parce qu'il nous soutenait. C'est un des seuls Belges, je dois dire, qui nous a soutenus dès le départ et qui tient la liberté d'expression. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait dire et ce que les gens disent, ils l'ont traité sali en traitant de raciste, etc. Alors que c'est quelqu'un qui tout simplement tient à la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui vient du monde des affaires et qui ne veut juste pas que notre pays, la Belgique, sombre euh, dans une dictature, dans une théocratie, et qui se bat pour. Et c'est un homme très courageux qui le fait, parce qu'il y en a très peu qui le font, et qui comprennent la situation, qui ont cette intelligence de le comprendre. Donc, je voudrais le remercier et remercier Maître Émeric Delamotte qui nous a soutenus dans les deux affaires de djihad judiciaire. Alors, ça Mm. fait un peu long, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Cyril. Donc voilà, mais n'hésite pas à m'arrêter pour me poser des questions. C'est avec grand plaisir qu'on t'écoute, c'est pour ça que je t'ai laissé dérouler, c'est très intéressant. Moi, je voulais juste aller dans ton sens et ajouter deux choses. C'est vrai que moi, j'ai grandi aussi avec des arabo-musulmans parce que j'ai été musulman. Et il est vrai que critiquer leur maman ou leur papa, c'est quelque chose qui est déjà interdit par la religion, mais c'est le paradis est sous les pieds de la mer, etc. Enfin, toutes ces choses qui empêchent effectivement l'autocritique. Et c'est quelque chose il faut parler de cela et il faut expliquer que eh bien, l'autocritique est indispensable à l'amélioration de soi-même et de ceux qu'on aime. Il n'y a que par l'autocritique qu'on avance, donc il faut absolument aller vers cette autocritique. Et puis je voulais aussi aller dans ton sens en disant que la gauche qui explique que celui qui critique sa communauté est un traître,
comment avons-nous nous-mêmes évolué? Comment la gauche progressiste évolue si ce n'est en critiquant sa propre société? Alors tout le monde en France ou bien les blancs seraient légitimes à s'autocritiquer pour s'améliorer, mais tous ceux qui sont non blancs et qui voudraient faire le même travail d'amélioration et d'évolution de soi-même seraient un traître. Ça veut dire qu'ils condamnent en fait tous ceux qui sont non blancs à ne pas évoluer. C'est pas progressiste ça pour moi, c'est extrêmement raciste. Donc la gauche est devenue, et tu le sais, je sais que tu es d'accord avec ça, mais les gauches européennes, pas toutes, mais principalement celles que je connais le mieux et que je combats en France et en Belgique aussi, sont devenues extrêmement racistes eux-mêmes, parce qu'ils refusent aux autres, eh bien, ce progressisme qu'ils veulent appliquer on peut pas dire autre chose que les blancs parce qu'ils voient les choses comme ça. Ils voient les choses en termes de blanc et de non blanc. Moi, je reprends ce vocabulaire que parce que eux parlent comme ça. Mais en réalité, pour moi, ce qui compte, c'est la couleur des pensées. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Donc voilà, je voulais juste dire cela parce que tu m'y as fait penser. Je voulais passer à toute autre chose maintenant et rappeler que le 7 novembre dernier, eh bien, tu as reçu le prix international de la laïcité 2024 et je voulais savoir, eh bien, qu'est-ce que ça représente en fait cette distinction pour toi? Tu as fait un discours qui est magnifique que je mettrai en lien en description et je voulais juste savoir, ben voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi ce prix-là et cette visibilité-là, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, c'est un honneur, je ne peux pas dire autre chose parce que ce serait d'abord, bien sûr que j'étais contente de le recevoir, on ne va pas faire de la fausse modestie. C'est important parce que qu'est-ce qu'il représente? Il représente surtout une reconnaissance que je n'ai pas en Belgique, que je dois dire que je suis encore assez étonnée que des gens commencent à parler d'islamisme et qui ne nous soutiennent toujours pas. Parce qu'il faut le dire, en fait, c'est des gens, quand on a commencé avec l'Observatoire à avoir jeté le pavé dans la mare pour faire un peu bouger les choses, pour parler d'islamisme, etc., beaucoup de gens nous ont tourné le dos. Toutes ces personnes maintenant qui commencent à parler de l'islamisme et qui commencent à parler de censure, etc., ce sont des gens qui ne nous ont pas soutenus. On a eu des citoyens qui nous ont soutenus, ça oui, mais nous avons beaucoup d'organisations qui nous ont tourné le dos, qui continuent encore. Pour moi, c'est une reconnaissance aussi pour les citoyens qui ne comprenaient pas et qui ne s'y retrouvaient pas, parce que évidemment, toutes ces organisations m'ont sali, m'ont traîné vraiment dans la boue en me traitant de fasciste, etc. Et ça a suscité des interrogations et de la méfiance de la part de certains citoyens, à juste titre. Mais moi, quand on fait ce genre de procédé, je vais d'abord me renseigner, j'écoute la personne, je vais à la rencontre avant de traiter quelqu'un de raciste, de fasciste, etc. Et ils l'ont pas fait, et beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup d'organisations ont été extrêmement violents à notre égard et continuent encore à l'être. Et pour moi, ce prix, c'est quand même quelque part de dire, ben, vous voyez, je ne suis pas ce que les autres disent, même si ça continue encore. J'ai encore des gens qui publiquement ne me soutiennent pas, des organisations qui ne me soutiennent pas publiquement, mais qui vont quand même écrire un petit mot, m'envoyant en me disant oui, on te soutient, etc., mais qui prennent leur courage et qui me soutiennent alors publiquement si c'est le cas. Que ce soit, quelles que soient les organisations, ce soit des organisations laïques, que ce soit des organisations juives, que ce soit des partis politiques, et notamment de droite, qui utilisent allègrement maintenant ces questions sur l'islamisme, mais toujours pas de reconnaissance, alors qu'ils sont venus chercher toutes les informations, qu'ils nous ont contactés, qu'on les a débriefés, qu'on leur a parlé de tous ces problèmes. La gauche, n'en parlons pas, parce que la gauche en Belgique, elle n'existe plus. Il n'y a pas de gauche. En fait, ce sont des extrémistes sous étiquette et l'appellation de gauche, mais qui ne veulent plus rien dire et qui ne défendent qu'une seule chose, c'est l'antisémitisme et les théocrates. Et pour moi, du coup, bah, oui, le prix de la laïcité est extrêmement importante parce que je pense qu'en France, je suis plus entendue, je suis plus écoutée, j'ai un soutien de la France, ce qui est important, avoir le soutien de personnalités ou de personnes. Euh, et on parle là pour l'instant, bon, ça fait maintenant pratiquement un mois, je pense que Boualem Sansal est tenu, il a été kidnappé en Algérie, il est en prison.
Ça a été un des premiers aussi qui nous a soutenus et qui parraine d'ailleurs le Café laïque. C'est le parrain de Café laïque avec Elisabeth Badinter. Donc, c'est quand même deux personnalités qui ont toujours défendu la liberté d'expression. Et donc, pour moi, ce prix-là, c'est tout ça que ça signifie. Ça signifie aussi la reconnaissance pour des gens comme nous. Pour moi, ce prix-là que j'ai reçu n'est pas que le mien. Il est aussi celui de tous les combattants et les combattantes pour un monde meilleur, pour un humanisme, pour la liberté d'expression et la liberté de conscience. Pour moi, c'est ça, ce prix. Il signifie vraiment ça. Et il était important de faire un discours qui, euh, qui était pour moi un message pour le monde laïque, et pour le monde aussi bien de la gauche que de la droite, en fait pour tout humaniste. Hmm. D'accord. Eh ben écoute, ouais, c'est un prix que tu as grandement mérité. Moi, j'en témoigne pour te suivre depuis déjà bien longtemps et je suis content que ce soit toi qui l'aies eu. Je voulais revenir un petit peu sur ce que tu nous disais avant. C'est une question qui vient d'émerger à mon esprit. Elle n'était pas prévue, mais du coup, tu nous expliquais que tu es l'aîné d'une famille de 8 enfants, que beaucoup sont plus ou moins radicalisés. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne t'es pas radicalisé par rapport à eux pour essayer de donner en fait peut-être comment dire, des bribes d'antidote. Qu'est-ce qui a fait que toi, ton esprit critique s'est développé? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est ton caractère? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? C'est multifactoriel, on va dire. Tout d'abord, je pense que c'est l'injustice, le fait de vivre de l'injustice. J'ai jamais supporté l'injustice et depuis tout petite, j'ai pu observer l'injustice. D'abord, l'injustice en tant que fille, on a quand même moins de liberté que les garçons parce qu'il y a un poids, notamment sur la virginité. Alors même quand on a des parents qui ne sont pas islamisés ou islamistes, il y a quand même ce poids de la tradition qui fait que un garçon a beaucoup plus d'importance, a beaucoup plus de droits et de liberté qu'une fille. Donc, il y avait déjà ça. Le fait aussi que j'avais probablement, et bah, c'est sûr, des rêves autres que celles que d'une fille, on va dire, lambda. J'avais envie de faire médecine. Je voyais comme tout le monde Médecins sans frontières à l'époque où ils étaient encore vraiment humains, où ils servaient vraiment leur cause, la cause. Je les voyais aider dans les pays d'Afrique, etc. Et mon rêve, c'était de devenir en fait médecin et d'être chirurgienne. Et j'avais envie de sauver des vies. Euh, et la seule possibilité, c'était les études. Alors, j'ai grandi dans un quartier à côté de Molenbeek, où il y avait une forte population d'origine maghrébine, même si on était quand même mélangé avec des Belgo-Belges, avec des Italiens, des Espagnols. Mais ces Belgo-Belges ont dû fuir parce qu'ils se faisaient agresser, parce que c'était des cofales et qu'on pouvait les voler, qu'on pouvait les frapper, etc. Hmm. Et cette injustice-là, je ne l'ai pas supportée. J'ai eu des professeurs formidables. Moi, je suis tombée quand même sur un prof quand j'avais 6 ans, qui a été extrêmement violente à mon égard. Mais après ça, j'ai rencontré des professeurs qui étaient au contraire, qui ont été formidables, qui m'ont appris énormément, qui nous ont fait voyager à travers des histoires et à travers la mythologie grecque, égyptienne, etc. Et j'ai appris beaucoup d'eux. Ils étaient très bienveillants, donc tout ce que je pouvais vivre, qui était de la violence intrafamiliale, à l'école, pour moi, c'était une bouffée d'oxygène. C'était le lieu où je n'avais pas peur de me recevoir un coup qui pouvait te tomber dessus, tu sais ce que c'est. Et c'était vraiment une liberté pour moi d'être à l'école. C'était vraiment une bouffée d'oxygène. Et puis par la suite, quand j'ai quitté le quartier, j'étais dans une école catholique. Et tout ce que j'avais entendu sur les chrétiens qui étaient des salles, des porcs, etc., je me suis rendu compte dans cette école catholique, en fait, que ben, pas du tout, que ça parlait d'amour, que ça parlait d'aimer les autres, même s'ils étaient différents. Il n'y a jamais eu de prosélytisme. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, ça. Une école vraiment de haut niveau, on va dire, très élitiste, hein. C'était vraiment une école élitiste avec un niveau d'études qui était très exigeant. Et j'ai dû vraiment, vraiment travailler énormément. J'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais une dyslexie que je n'ai découvert qu'il y a 4 ans, en réalité. Je ne savais pas du tout. Donc tout ça, j'ai découvert beaucoup plus tard, en fait. Euh, et puis tous ces gens que j'ai rencontrés, qui m'ont tendu la main, qui m'ont ouvert l'esprit. J'aimais beaucoup lire aussi. Tu sais, quand j'étais petite, à chaque fois que je recevais 5 francs belges, à l'époque c'était comme ça, c'était des francs belges, je recevais 5 francs belges, j'allais chercher un livre, j'achetais un livre, je me constituais une bibliothèque
Et j'ai lu pas mal d'ouvrages et évidemment, tout était bien classé, tu sais, avec histoire, géographie, etc., romans et tout. Et j'aimais beaucoup lire parce que la lecture, je crois que c'est la première chose qui m'a montré qu'on pouvait exprimer des émotions. Mm. J'en étais pas consciente de ça, mais je me retrouvais à travers des personnages comme Alphonse Daudet, Le Petit Chose, etc. C'était des livres qui me parlaient parce que c'était des personnages qui vivaient une certaine violence et que je m'identifiais à ces personnages-là. Et au fur et à mesure, en fait, c'était des bouffées d'oxygène. C'est ce qui me permettait de me dire, ben, je ne suis pas toute seule. Et de l'autre côté, les professeurs à l'école, ben, c'était cette bienveillance, cette gentillesse qu'on ne recevait pas, c'était quand même, on recevait quand même une certaine chaleur qu'on ne recevait pas à la maison. Et donc, ce sont c'est pour ça que les professeurs, c'est extrêmement important parce que ils sont importants pour les enfants, en fait. C'est pour ça que maintenant, ils sont en danger. Et quand on voit Samuel Paty, quand on voit Dominique Bernard, c'est déchirant. Quand on voit tous ces professeurs qu'on salit, quoi, sur qui les jeunes crachent, mais ils ne se rendent pas compte. Je vais te raconter juste une anecdote qui est assez parlante, assez frappante et assez importante. Quand j'étais travailleuse sociale, j'ai travaillé avec deux anthropologues et avec l'une d'entre elles, j'étais dans une classe de primo-arrivants. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'une classe de primo-arrivants. Donc, ce sont des jeunes qui viennent de l'étranger, normalement. Donc, c'est des classes dans des écoles secondaires qui sont mis en place pour accueillir des enfants qui viennent de l'étranger, qui ne parlent pas la langue, pour les mettre à niveau, pour qu'ils puissent parler le français Mm. et les mettre à niveau à tous ces niveaux-là. Sauf que dans cette classe, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait trois primo-arrivants et tous les autres, c'était toutes des jeunes de troisième génération qui étaient nés en Belgique. Donc, il faut s'imaginer que s'ils sont là, c'est parce qu'ils savent pas lire ils savent pas lire et écrire. Et à la limite même, les gens qui venaient d'étrangers savaient plus écrire que ceux qui étaient nés ici. Et c'est véridique, hein, je n'invente pas, j'exagère rien du tout. Il y a une professeure, c'est une école à discrimination positive. Ce qui veut dire que les élèves qui sont là, c'est une école où il y a beaucoup de difficultés et où franchement, enseigner là, il faut être très courageux. Cette professeure était une femme venant d'une bourge de la bourgeoisie belge. Elle a choisi elle-même de venir enseigner dans cette école-là, de son propre gré. Je peux te dire que tu verras jamais ça, quoi, très rarement. Et ben, c'était l'une des plus rares. D'une gentillesse, d'une bienveillance vis-à-vis de. Et c'était pas de la condescendance de sa part, contrairement à cette gauche. Elle avait vraiment une volonté de vraiment transmettre des choses à ses élèves. Ces élèves étaient extrêmement violents. Ils criaient, ils hurlaient, ils faisaient subir à leurs camarades de classe des pressions, des insultes. Beaucoup étaient de confession musulmane, donc ils exigeaient des filles qui n'étaient pas musulmanes de porter des décolletés, enfin, pardon, des École pulls roulée. avec col roulé, etc. Parce que sinon, ils leur mettaient la main à la fesse ou les agressaient sexuellement, etc. Et bref, ce professeur-là, elle était d'une bienveillance incroyable. Et à un moment donné, je pose la question, je leur dis, parce qu'ils ont commencé à parler de la violence d'eux-mêmes. Il y avait du racisme envers ceux qui venaient de l'étranger, donc du subsaharien qui étaient noirs, ils se faisaient tout le temps insulter, etc. Il y en a eu un, quand je leur ai dit, mais est-ce que vous avez été à l'école dans votre pays? Et ils m'ont dit, non, j'ai fait l'école buissonnière parce que le professeur nous frappait. On était dans la madrasa, il nous frappait. Et les autres lui disent, tiens, toi aussi, moi aussi, à la mosquée, il nous frappe. Ils ont trouvé un point commun. Ils ont commencé à discuter autour des violences et ils nous ont dit c'est pour ça que nous, bah, à l'école, bah, ça n'allait pas parce que voilà, moi, à la mosquée, je me faisais battre et nous, bah, en Afrique, on se faisait battre. Et à un moment donné, je leur dis mais votre professeur, elle est hyper gentille avec vous, vous avez bien. Bah, le professeur n'était pas là. Je leur dis mais vous avez vu comment vous la traitez? Et ils m'ont dit pourtant, on l'aime beaucoup. On sait qu'elle est gentille avec nous, on l'adore, elle est super gentille. Je dis oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi violent avec elle alors? Ils m'ont dit, on ne sait pas. Mm. Moi, je pense que c'est parce que justement, elle était tellement gentille avec eux qu'ils se sont dit, c'est la seule personne avec qui on peut se permettre, elle nous aimera suffisamment que pour accepter cette violence. C'est ça. C'est comme pour l'amour inconditionnel des parents. Tes enfants, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tu les aimeras de toute façon, même si tu n'es pas d'accord avec cette violence-là, mais ils savent que de toute façon, ils auront ton amour. Mm. Eh ben, c'est un peu ce que ces jeunes, finalement, on était en train de nous transmettre.
Et je Ouais. vais te dire, à cette époque-là, je ne l'avais pas compris. Je l'ai compris que beaucoup plus tard, qu'il y avait cet enjeu-là, tu vois. L'autorité, ouais, ça reste important. Et puis l'effondrement de l'école dont tu as parlé. On a traité cela sur la chaîne avec Jean-Paul Brigelli. En France, on a beaucoup de problèmes avec l'école. Effectivement, il y a un effondrement de l'école française qui fait qu'effectivement, alors c'est tout ce pédagogisme pseudo-positif où effectivement il faut être bienveillant avec tout le monde, ne plus exercer d'autorité, tout ça est extrêmement dommageable en effet. Alors, je voulais passer à un autre sujet, Fadila, un sujet un petit peu polémique. Je voulais savoir dans un premier temps, alors sans parler d'une analyse géopolitique, hein, c'est pas le sujet avec toi, même si tu en es parfaitement capable, mais c'est plus le sujet en rapport avec ton militantisme. Qu'est-ce que tu as pensé du coup des fameux attentats du 7 octobre en Israël et de ce qui a découlé derrière? On t'a souvent vu prendre position pour Israël. Je voulais savoir pourquoi. Et puis comment c'est de soutenir la lutte contre l'antisémitisme et de soutenir Israël dans le contexte de flambée d'antisémitisme en Europe aujourd'hui. Voilà. Alors, soutenir Israël, ça a toujours été un problème en réalité, parce que soutenir Israël, on est tout de suite blacklisté parce que l'antisémitisme ne date pas que du 7 octobre. Disons qu'il a explosé le 7 octobre, il a pu plutôt s'exprimer le 7 octobre. Ouais, Je pense que c'est plutôt l'expression c'est vrai. ouvertement. Euh, il s'est exprimé ouvertement, il existait, il était déjà là avant, il était un peu plus caché, on va dire. Je l'ai connu depuis petite. Dans le discours, en tout cas, de la communauté musulmane, il était déjà existant. Dans les prêches, dans les mosquées, il était déjà présent. On n'en parlait pas beaucoup parce qu'évidemment, il nous était interdit d'aller l'exporter à l'extérieur par peur d'être mis à la porte du pays, d'être sanctionné, etc. Donc, c'était caché. Mais il a toujours existé. Et pourquoi est-ce que j'ai pris position pour Israël? Parce que je trouvais que c'était extrêmement injuste ce qui se passait. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à mentir et à se mentir à soi-même. Cet antisémitisme, il a toujours existé. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a été créé le 7 octobre. On ne peut pas non plus dire que c'est une petite minorité qui sont antisémites, etc. Non, il y a un problème au sein de la communauté musulmane en général avec, euh, avec les juifs. Et d'ailleurs, même si certains disent oui, mais il faut quand même pas insulter, agresser, etc., heureusement, mais ce n'est pas une majorité. Et donc, à un moment donné, il fallait aussi le dire pour que les gens prennent conscience que nous avons un problème et qu'il faut se remettre aussi en question ici. Ce qui s'est passé le 7 octobre, il a déjà existé auparavant. C'est des pogroms, d'abord, un, dans l'histoire que beaucoup de pays musulmans ont connu, qu'ils ont fait subir aux Juifs, que ce soit en Algérie. Ça, déjà, si on écoute Georges Bensoussan, il explique très très bien que déjà en 2000, en 1900, 1924, je pense que ça s'est produit, puis ça s'est reproduit à plusieurs reprises dans l'histoire arabo-musulmane. Et, euh, et là, et puis il y a eu aussi déjà plusieurs faits en France, si on regarde plus proche, que ce soit Sarah Halimi, que ce soit l'école à Toulouse avec l'affaire Mera, que ce soit Halimi, que ce soit Knoll, donc il y a déjà eu des 7 octobre à petite échelle, mais là c'était quelque chose qui était inimaginable que ce soit à ce point-là avec autant de morts et de blessés et d'otages. Quand Donc, il était important déjà là de prendre une position ferme. On ne pouvait pas se permettre de se taire. Et le silence d'ailleurs de beaucoup de personnes qui sont censées représenter les musulmans en dit déjà long sur ce qu'ils pensent des juifs. Donc, ce serait vraiment naïf pour certains de penser encore que des Shemsdin, que des personnalités comme ça ne sont pas antisémites. Ou des Galeb Bencher aussi, ses positions par rapport à ça, clairement, ça montre qu'il y a un antisémitisme, et beaucoup d'autres personnalités d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que maintenant, ben, Boualem Sansal se retrouve aussi en prison. Donc, ça prouve à quel point, parce qu'il n'y a pas que la question du Sahara et du Maroc, le conflit entre le Maroc et l'Algérie, mais il y a aussi la question évidemment d'Israël et de la position qu'il a prise pour Israël. Et donc, il était important pour moi de dire maintenant, ça suffit, il faut arrêter ça, d'autant plus que beaucoup d'organisations
islamistes qui se trouvent en France ou en Belgique, que ce soit le BDS, que ce soit le Comité pour la Palestine, que ce soit Samidoun, etc. Ce sont des acteurs qui ont fait beaucoup pour l'antisémitisme, qui ont poussé et qui ont encore plus marqué en fait l'antisémitisme dans la population musulmane, mais aussi de la gauche. Parce que ce qui a changé surtout, c'est l'antisémitisme de la gauche qui s'exprime. Ça, par contre, on ne s'y attendait pas à ce point-là. Et pour moi, il était important de le dire. Le fait qu'Israël attaque Gaza, c'est totalement légitime. Il faut vraiment être hypocrite pour se dire que tu te fais agresser, bah forcément tu réponds. Si tu es menacé de mort, tu réponds. Si on vient kidnapper ton enfant, bah, tu vas aller chercher ton enfant et toute personne qui se mettra à travers de ton chemin, tu vas tu vas le taper, quoi. Tu vas pas rester là à lui dire, ah, ok, on va discuter, on va encore négocier, en sachant que ce sont des gens qui ne négocient rien du tout. Ils ne veulent aucune négociation puisque la seule chose qu'ils ont revendiquée dès le départ, et le Hamas l'a très bien dit, et c'était écrit dans sa charte, c'est qu'ils veulent une Palestine du Jourdain à la mer. Et ils le disent tous. Mais Et on... ce que tu dis, pardonne-moi, Fadila, me paraît hyper intéressant et souvent j'ai eu cette discussion même dans un débat que j'ai fait avec un docteur en géopolitique au niveau de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Et tu dis oui, si on comment dire, si on kidnappe vos enfants, si on tue vos enfants, vous allez répondre, vous allez vous battre, il y aura plus rien sur votre chemin. Je veux dire, pour moi, ça c'est le bon sens pur et élémentaire. Mais est-ce qu'en Occident, on n'a pas été rendu à une faiblesse, à une lâcheté, à une culpabilisation Je veux dire, aujourd'hui en Occident, on a l'impression qu'on pourrait nous faire n'importe quoi, on bougerait pas en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on comprend pas Israël. On comprend pas Israël parce on a institutionnalisé la lâcheté en France. Tu parlais beaucoup de lâcheté en début d'entretien, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je vois moi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui disent ah ouais, t'as raison, mais bon, c'est compliqué comme position, machin. Ah ouais, t'as raison, mais on prend des risques, etc. Et on a l'impression qu'en fait, on a institutionnalisé la lâcheté et qu'aujourd'hui on voudrait imposer cette lâcheté à tout le monde. Et moi j'ai juste l'impression que bah, Israël c'est juste un pays qui se défend contre une agression et c'est juste pas un pays de lâches et des gens qui se défendent quoi. C'est le bon sens le plus élémentaire qu'on a même plus en fait. Je sais pas ce que tu penses de ça. Tout d'abord, nous, depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos pays ici en Europe, ce sont des pays qui ont toujours été en paix. Donc, on a eu des générations qui Ouais. sont nées dans des pays en paix. Contrairement à Israël, qui a toujours été attaqué par ses pays voisins, qui ont toujours voulu les agresser, qui ont toujours voulu les exterminer, nous sommes des gens ici, on a vécu et grandi dans la paix. Donc, on ne peut pas s'imaginer, nos jeunes, et les générations qui m'ont précédé ne se sont pas imaginées qu'un jour, d'ailleurs, on a toujours dit, après 45, on s'est dit, plus jamais ça, il y aura plus de guerre, hein, on va arrêter, cesser d'acheter des armes, de s'armer, etc. On veut plus de guerre et ça va aller. Si on veut la paix, on va l'obtenir. Sauf ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on a deux visions du monde qui s'affrontent. La vision du monde arabo-musulmane qui est avec un autre projet, avec une autre vision du monde, celle de tout ce qu'on fait ici, on le fait pour après la mort, pour aller au paradis. Donc on ne vit pas pour cette vie-ci, on vit pour la vie d'après. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a dans l'islam, il y a cette idée que à la fin du monde, le monde entier deviendra musulman. Et il y a des prophéties, il y a des signes qui le montrent. L'un des signes, c'est lorsque Jérusalem deviendra musulman. Donc, si Jérusalem tombe et devient musulman, c'est un des signes qu'on est proche de la fin du monde et, et proche aussi d'un califat mondial. Donc, il y a ça. Et ça, le monde occidental ne le comprend pas, a du mal à le comprendre. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a une faiblesse. L'autre chose aussi, c'est on a tellement été éduqués pour la paix, etc. Même moi, j'ai cru à cette paix toute mon enfance. Bien sûr que je veux la paix, etc. Mais ce que j'ai compris aussi en grandissant, c'est que cette paix, elle est fragile. C'est que cette paix, on doit la défendre, qu'elle n'est pas acquise indéfiniment. Qu'à un moment donné, si on veut cette paix, il faut montrer qu'on est fort et qu'on est capable de la défendre. Sauf que ce qu'on nous a fait croire sur la démocratie, c'est que la démocratie, elle existe en tout temps et à n'importe quel moment et qu'elle existera toujours, même sans armes, sans la défendre, etc. Ce qui est absolument faux. Les islamistes, eux, l'ont compris.
Ils nous ont étudiés, ils ont compris le monde occidental et ils savent comment utiliser cette faiblesse justement contre nous. Et c'est pour ça que nous avons des jeunes qui sont incapables de se défendre, des jeunes et je pense que c'est même au-delà de la lâcheté. Certes, il y a de la lâcheté, mais il y a aussi des gens qui pensent sincèrement que s'ils se battent, s'ils disent il faut prendre des armes, s'ils disent il faut qu'on aille en guerre, ben que finalement ce sont des extrémistes, ce sont des gens pas bien, ils se culpabilisent, etc. Et puis, il y a aussi tous ces mouvements, ces groupes décoloniaux, woke, etc., qui, avec évidemment tout cet entrisme et cette infiltration de certaines personnes, enfin, surtout des islamistes, hein, mais d'autres gens aussi qui viennent d'autres pays, qui ont culpabilisé en fait nos dirigeants, nos populations, et qui jouent avec ça. Et donc, ils désarment en leur disant, mais, et culpabiliser en leur disant, mais vos grands-parents, vos aïeux ont colonisé, nous ont fait du mal, ont fait du mal à nos familles, etc., à nos pays, dont vous êtes comptable de ce que vos ancêtres ont fait. Absolument pas. Personne n'est comptable. La colonisation a existé, elle a toujours existé partout. Quel que soit, c'est pas une question juste d'Occident. Il n'y a pas que les Occidentaux qui ont colonisé. L'esclavagisme, il existait partout. Par contre, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il n'y a que dans nos pays occidentaux qui ont interdit l'esclavagisme. Vous allez dans certains pays arabes, l'esclavagisme existe toujours, et est toujours pratiqué. Les tortures des Noirs africains, quand on va en Libye ou dans d'autres pays, en Tunisie ou dans d'autres pays du Maghreb et que sais-je, sont maltraités. Il y a un racisme mais incroyable, bien pire qu'ici. Ici, nous avons des lois pour défendre les personnes. Il y a des lois qui permettent de nous défendre contre le racisme. Dans ces pays-là, ce n'est pas le cas. Un noir ne vaut rien du tout. Et ça, les gens, on a l'impression, ils ne prennent pas conscience de ça, on leur cache. Et donc, il y a tout un récit. L'université, comme Florence d'ailleurs l'a écrit, l'explique très bien lors de ses conférences ou dans son ouvrage sur le frérisme, l'université a été complètement noyautée. Et maintenant, ce n'est plus un savoir qu'on transmet, mais des idéologies. On est en train de lobotomiser complètement nos jeunes, et c'est extrêmement grave. Et c'est ça qui fait que non pas ils sont pas lâches, mais qu'ils sont surtout pas du tout armés intellectuellement sur tous ces sujets, qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Moi, j'ai toujours, toute ma jeunesse, j'ai cru dans les philosophies ou des gens comme Gandhi, qui prônaient justement une philosophie où on ne prend pas les armes, il fallait... mais honnêtement, ça s'appelle un suicide en réalité. Il fut une époque où ça pouvait se faire face à des gens pour qui une remise en question pouvait se faire. Mais quand on voit les massacres, comment dans la communauté arabo-musulmane, comment on traite les gens qui ne sont pas d'accord, cette violence, euh, les tortures qu'on fait subir, la manière dont ils traitent l'être humain, ou la valeur humaine, comment est-ce qu'elle est à leurs yeux, honnêtement, ça ne suffit pas d'être amour et paix. Il faut la défendre si on veut vraiment l'amour et la paix. Ici, maintenant, il va falloir prendre les armes, il va falloir se défendre, il va falloir être ferme d'abord avec ceux ici qui nous provoquent et qui veulent la guerre. Il va falloir prendre des mesures très fermes aussi, c'est-à-dire que des personnes qui prêchent la haine vont en prison, il doit y avoir des sanctions. Ceux qui commettent des actes et qui sont sous OQTF, etc., expulsion. Il va falloir être ferme pour protéger nos enfants, encore une fois, pour protéger nos démocraties. Si on ne le fait pas, ça va être des théocraties. Peu à peu, on va se diriger vers une théocratie islamique ici en Occident. Et c'est là-dessus qu'il faut c'est pour ça que je pense aussi que Israël l'a compris. Israël se bat en réalité, et c'est pour ça aussi que je défends Israël, parce qu'en réalité, Israël ne défend pas qu'Israël, il défend tout le monde occidental, quand on regarde bien. Si Israël tombe, nous tombons. Pourquoi? Parce que dans le monde arabo-musulman, dans la tête des musulmans, c'est ce que le Hamas a fait d'ailleurs quand il a appelé le monde musulman à se soulever et à se joindre à eux, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a une prophétie et que ça parle. Donc si Israël tombe, dans la tête des musulmans, ils diront, c'est un signe que Allah nous a envoyé, donc nous allons pouvoir marcher maintenant pour faire grandir le califat mondial. Ce qui se passe en Syrie, c'est la même chose. On parle d'Al-Joulani et on le présente comme un ange, alors que non, il n'a pas changé.
Quand on regarde, quand il dit je veux la charia en Syrie, on veut juste l'application de la charia. On veut juste l'application. Mais la charia, ça veut dire quoi? Allez voir la charia. La charia, ça veut dire que les femmes n'ont pas le même traitement que les hommes, qu'elles sont mineures à vie, elles seront sous tutelle, elles passeront du père au mari, qu'elles n'iront plus à l'école, qu'elles n'ont plus les mêmes droits que les hommes. On va se retrouver exactement avec comme ce qui se passe en Afghanistan. On va avoir des petites filles qui vont être mariées à 9 ans, peut-être même plus jeunes, des esclaves sexuels, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Et on a l'impression là qu'encore une fois, la gauche qui est en train, comme ils l'ont fait pour Khomeini, ils sont en train de le présenter comme quelqu'un qui est un saint, qui est un preux chevalier, qui a un Che Guevara des temps modernes, etc. Et on ne connaît même pas, la plupart ne connaissent pas la vie de Che Guevara parce qu'ils verraient que c'est pas quelqu'un qui défendait vraiment que la paix et l'amour. Hein. C'était quand même aussi un guerrier qui était prêt à tout à ses fins, pour arriver à ses fins. Et là, nous avons ce même personnage. Et c'est extrêmement grave parce qu'il ne s'arrêtera pas. La Syrie, c'est quoi? C'est le Shem, comme décrit dans l'islam. C'est-à-dire le Shem, c'est pas que la Syrie. C'est la Syrie, c'est la Jordanie, ça va être l'Irak, ça va être jusqu'à Jérusalem. Donc quand ils disent on ne va pas attaquer Israël, c'est faux. C'est on ne va pas attaquer Israël pour le moment. Mais ils vont y aller parce que ça fait partie de toute façon du corpus, on va dire, islamique. Ces gens-là, ce sont des fondamentalistes. Ouais. Alors, certains disent oui, mais il faut pas, on ne peut pas, il y a donc les musulmans, l'islam et l'islamisme, c'est pareil. En fait, on ne peut pas vraiment dire que c'est pareil parce que en tant qu'être humain, on est capable d'avoir un cerveau. Il existe un livre dans lequel il y a tout et son contraire, où il y a des choses abominables qui sont applicables, mais nous avons un cerveau pour ne pas les appliquer. Un livre qui a été créé il y a 1400 ans, donc je pense que là maintenant, on a quand même un cerveau pour se dire, OK, on fait quand même la distinction, et je pense que parmi les musulmans, il y a des gens qui pratiquent un islam spirituel de foi, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et ne pas confondre islam et islamisme, parce que ce serait dangereux, parce que les islamistes, eux, font pas ces distinctions. Donc, quelque part, si on ne fait pas la distinction entre islam et islamisme, on fait le jeu des islamistes qui, eux, disent aux musulmans, il n'y a pas de distinction. Donc, vous devez appliquer la loi islamique telle qu'elle est indiquée. Et moi, je dis non, on ne doit pas l'appliquer telle qu'elle est. Moi, je ne suis pas plus musulmane. Donc, je ne défends pas spécialement l'islam, on va dire. C'est juste qu'il faut être juste et que effectivement, moi, je rencontre des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les islamistes, qui ne veulent pas appliquer le Coran et qui ne l'appliquent pas à la lettre et qui remettent en question. Ça existe. Donc, on ne peut pas on ne peut pas se permettre de ne pas faire ces distinctions-là. Je pense qu'ils ont le droit, s'ils veulent croire en la religion, d'y croire, mais évidemment en respectant la neutralité, en respectant la laïcité, en respectant nos États démocratiques. C'est faisable, mais pour ça, faut-il déjà qu'on ait des gouvernements qui soient fermes et qui n'acceptent pas l'inacceptable et qu'on n'ait pas aussi des gens qui acceptent l'inacceptable, parce que c'est là, quand on a des personnages, bon, je vais prendre la plus grossière, hein, comme Sandrine Rousseau et comme d'autres élifistes, etc., ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux pour nos démocraties. C'est eux qui nous mettent à mal et qui mettent à mal notre démocratie. Ces gens-là devraient être punis, ces gens-là doivent être poursuivis pour antisémitisme, pour apologie du terrorisme. Pourtant, nos gouvernements ne le font pas. Ça veut dire que au niveau des lois, nos lois ne sont plus adoptées à une situation de guerre parce que les islamistes nous ont déclaré la guerre. Il faut être très conscient. Le djihad, c'est un mot exotique qui veut tout simplement dire la guerre. Donc, quand on a un djihad judiciaire, c'est pour nous faire taire la liberté d'expression, la liberté de conscience, pour qu'on se taise et qu'on ne critique plus et qu'on ne remette plus en question les islamistes. Ouais. Le djihad d'aller faire exploser un lieu de concert ou un lieu des concerts, etc., c'est un djihad contre la culture. On veut attaquer la culture, on veut nous faire peur pour justement qu'on ne puisse plus nous intéresser à ça, qu'on ne puisse plus fréquenter les lieux, pour qu'on ne puisse plus fêter, pour qu'on ne puisse plus vivre. Donc c'est une guerre qui veut nous tuer, qui veut tuer tout ce qui fait notre humanité. Et pour moi, c'est à ça que les gens doivent absolument prendre conscience.
C'est ça, je pense qu'il faut comprendre effectivement qu'il y a une différence entre être pacifique et être pacifiste. Le pacifique, c'est quelqu'un qui se lève le matin en se disant moi je vais travailler pour la paix parce que au final je veux la paix. Et le pacifiste, c'est celui dont tu vas kidnapper l'enfant ou tu vas égorger son professeur et qui va dire je vais tout régler par la communication non violente, la paix, l'amour et peut-être le petit arc-en-ciel des bisounours. Et moi, je fais une grande distinction entre les deux, c'est-à-dire qu'il est très noble d'être pacifique et de travailler à la paix, mais comme tu l'as rappelé, pour travailler à la paix, encore faut-il être fort et conscient que, eh bien, dans la vie, eh bien, pour imposer la paix, il faut avoir un rapport de force suffisant avec celui qui s'est déclaré comme notre ennemi pour lui imposer la paix. Parce que la paix s'impose. La paix ne se déclare pas à coup de communication non violente. Pour prendre un exemple un petit peu caricatural, pour faire comprendre où je veux en venir et pour aller dans ton sens, quand on a voulu arrêter le délire nazi, quand on a voulu arrêter l'expansion nazie, c'est pas avec la communication non violente, les petits cœurs de bisounours et le petit sourire pour lui dire ce que tu fais n'est pas bien, qu'on a arrêté cette idéologie. Alors il s'agit pas de faire des comparaisons entre le nazisme et l'islamisme, bien qu'on pourrait le faire à certains points de vue, mais c'est pas mon propos. Le propos est de dire que quand une idéologie, comme tu l'as expliqué, nous attaque et se déclare comme notre ennemi, c'est avec un rapport de force qu'on va pouvoir le calmer. C'est avec en comprenant, comme tu le disais très bien et tu as raison, en comprenant que nous sommes en train de mener une guerre contre quelqu'un. Et quand on mène une guerre et que, eh bien, on égorge l'un des professeurs d'un pays, voilà, d'un pays comme la France, eh bien, c'est peut-être pas à coup de marche blanche et de vous n'aurez pas ma haine qu'on va régler les choses. Peut-être faut-il être un petit peu plus conscient du rapport de force et être, comme tu le disais, effectivement plus ferme et parfois ne pas avoir honte de déclarer la guerre à ceux qui nous l'ont déjà déclaré, tout en faisant cette distinction fondamentale dont tu parles. Effectivement, je fais la même entre les musulmans qui veulent vivre une foi et une spiritualité dans le respect des valeurs occidentales parce qu'en fait ils les font leurs aussi, c'est-à-dire que ce sont aussi leurs valeurs et qu'ils arrivent très bien à concilier avec l'islam, et il faut pas mélanger ça avec effectivement les gens qui nous ont déclaré la guerre et qui essayent parfois eh bien d'attirer dans leur filet des modérés en leur disant regarde les racistes ils t'aiment pas, regarde ils accepteront jamais l'islam, viens avec nous on va leur faire la guerre, etc. Et c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne ça, tu as raison et merci de l'avoir expliqué si justement Fadila. Et je veux rajouter, c'est que les musulmans eux-mêmes sont très hypocrites. Parce qu'en réalité, ils le savent très bien. Ils savent très bien et ils sont les premiers à critiquer leur pays d'origine en disant qu'il n'y a pas de démocratie, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand ils sont ici, ils critiquent la France en disant ils sont islamophobes et ils nous permettent pas. En fait, finalement, ils critiquent le fait qu'ils ne fassent pas ce que font leur pays d'origine. C'est complètement hypocrite et ils le savent qu'ils mentent. Et c'est pour ça aussi que les discours des personnes issus de la communauté musulmane, quand ils prennent la parole pour dénoncer, ils sont traités de traîtres. Pourtant, ils ne font dire que ce que les discussions qu'on peut avoir entre personnes issues de la communauté musulmane. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, je pense qu'il faut aussi que les Occidentaux comprennent ça, qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des gens qui leur cachent et qui sont hypocrites parce qu'ils savent très bien ce qu'ils risquent de perdre ici. D'accord. Eh ben, merci pour tout ça, Fadila. On arrive à la fin tranquillement de la. Même si on pourrait parler des heures, honnêtement, avec toi, je pourrais parler des heures, tellement c'est intéressant. Mais pour pas que le format soit trop long, voilà, je préfère qu'on arrive à la fin de la vidéo et peut-être faire d'autres vidéos avec toi parce que c'est à chaque fois extrêmement intéressant. Mais je voulais savoir justement en fin de vidéo si tu devais transmettre un message à nos téléspectateurs, un appel à l'action, peut-être à soutenir le café laïque, parce que il y a plein de gens qui, voilà, ont une vie, ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie de se mettre en danger ou n'ont pas les armes intellectuelles, même si grâce au café laïque, ils vont en avoir de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, peut-être au niveau financier ou peut-être à d'autres niveaux, pour, eh bien, t'aider dans ton combat et aider, eh bien, notre cause commune à tous à avancer? Mais écoute, nous ne recevons pas de subventions, donc les gens peuvent contribuer financièrement, soit sur le site Vivre la République, qui est française et qui délivre un CERFA, soit via l'Observatoire pour les Belges, via l'Observatoire européen des fondamentalismes, qui est une ASBL belge et qui permet justement. L'objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir financer dans le futur des actions en justice, puisque là, j'ai gagné 2 procès aussi grâce à l'Institut Thomas More pardon, et Maître Émeric Delamotte qui m'a défendu.
contre deux islamistes qui m'ont poursuivi en justice. Et donc, nous avons besoin de soutien financier pour continuer le combat. Comme tu le sais, ça a un coût parce qu'évidemment, ces personnes, les islamistes, nous attaquent surtout là où ça fait mal pour nous empêcher de vivre, pour nous empêcher d'avancer. C'est le côté financier. Et donc, pour nous, c'est très important. Chaque don, il n'y a pas de petits dons. Donc, chaque don est important. Et puis, surtout aussi que les gens viennent au café laïque parce que vous allez voir que, toi, tu le sais probablement, mais les conférences, mais aussi les formations, l'islamisme pour les nuls, qui est juste un titre rigolo, mais en réalité, on fait du décryptage sur la façon de parler, la tenue des islamistes et des frères musulmans à travers des capsules vidéo. Et là, c'est plus interactif, c'est des petits groupes de 20 personnes maximum, et c'est vraiment très interactif. Donc, il y a vraiment des échanges tout au long, en fait, du visionnage de la vidéo. Donc, c'est intéressant. Donc, j'appelle vraiment les gens à venir nous soutenir et à venir à nos cafés laïcs à Paris et à Bruxelles. Merci beaucoup en tout D'accord. cas à toi, Cyril. Eh bien, merci à toi. Je renvoie effectivement nos téléspectateurs et nos auditeurs vers le livre que tu avais écrit avec d'autres auteurs sous la direction de Florence Bergeau-Blaclair, Cacher cet islamisme. Je mettrai tous les liens en description. Je vous renvoie évidemment vers le livre de Florence Bergeau-Blaclair, Le frérisme, l'enquête, non, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, pardon, qui est vraiment un livre très très intéressant que j'ai beaucoup aimé, qui explique des concepts qu'on utilise parfois, que nous, entre connaissants de ces choses-là, on utilise entre nous et qui peuvent paraître aux citoyens lambda un petit peu obscurs. Eh bien, c'est vrai que ce livre est très très bien fait, très didactique et pas très compliqué à lire, hein. Je pense que Florence Bergeau-Blaclair a fait un gros effort pour que ce soit compréhensible au plus grand nombre. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Alors, comme d'habitude, on est sur une chaîne littéraire. Est-ce que tu aurais quelques livres à nous conseiller, Fadila Maroufi, parce que je sais qu'on a cet amour des livres en commun. Ah il y a évidemment le livre de Florence, mais il y a aussi le livre de Rémi Brague sur l'islam, qui est vraiment un très bon livre. Il y a des livres sur le wokisme de Pierre Valentin, Jean-François Brunstein, les livres sur les idéologies de Jana Grinchpun, qui est très intéressant, parce que moi-même, sur vraiment les idéologies et la propagande, qui est très, très intéressant. Vraiment, si tu ne l'as pas encore interviewé, je te le conseille. Ah Et ouais. puis, il y a une chaîne aussi vidéo où elle invite pas mal d'intellectuels. Les ouvrages sont nombreuses et généralement, de toute façon, ce sont très souvent des gens que nous invitons aussi au Café Laïque. Donc, il suffit de voir nos invités pour acheter pour lire les livres. Il y a évidemment le livre de Kamel Daoud, Ouri, qui est un roman, mais qui en même temps décrit très bien la situation, on va dire, algérienne, etc. Euh, En fait, oui, il y a aussi le passé simple d'Idriss Chekbi, qui est un livre qui m'a sauvé la vie, à vrai dire. Parce que c'est grâce à ce livre-là que j'ai pu revenir en Belgique. Et ça, c'est une autre histoire que j'ai pas le temps de te raconter, mais qui raconte vraiment la, la, en fait, le Maroc, comment vivaient les familles marocaines, la violence dans les familles marocaines, etc. D'ailleurs, cet auteur, maintenant qui est décédé, mais avait été exilé, il a dû s'exiler parce qu'il a été condamné par le roi Hassan II à l'époque, parce qu'il décrivait justement cette violence au sein de la population marocaine à travers sa propre histoire. C'est vraiment un livre qui m'a marqué et qui m'a beaucoup aidé. Mais voilà, ils sont très nombreux, donc je ne peux pas tous les dire, mais si les gens veulent quelques références, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire, euh, je leur donnerai tout ce qu'il faut. Ou venir au Café Laïque. Eh bien, sans problème, on les envoie vers le Café Laïque, vers le site du Café Laïque. Je mettrai les liens en description, vers la chaîne du Café Laïque. Et il me reste à te remercier, Fadila, pour le temps que tu nous as accordé, pour ta disponibilité et pour toutes tes explications qui sont extrêmement précieuses. Et félicitations encore pour le dernier prix que tu as eu. Il est amplement mérité. Merci à toi. Merci Cyril, et j'appelle vraiment aussi les gens à te soutenir parce que tu fais vraiment un merveilleux travail et je sais que tu es très apprécié par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.